Donc voilà, 17h05, on va pouvoir commencer cette session. Donc merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Donc moi je suis Cécile Cloutour, je suis la coordinatrice générale de la Fédération de l'art urbain. Et donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à mes côtés avec certains adhérents, adhérentes et donc les intervenants qui vont se présenter dans quelques instants. Et pour les citer, donc Dominique Harris, qui est membre d'honneur de la Fédération de l'art urbain, ancienne chef de projet au ministère de la Culture et qui a aussi été porteuse de l'appel à projet Street Art Oxymore en 2016-2017, et l'équipe d'Easy App avec donc Skio qui est artiste et Rachel Amar qui assure tout le suivi des appels à projets avec Skio et qui va dérouler un petit peu toute cette session. Donc, vous dire que la Fédération de l'art urbain, donc c'est une association qui est née en octobre 2018, qui est une association loi 1901 soutenue par le ministère de la Culture et qui propose des outils et des ressources pour accompagner les porteurs de projets, pour accompagner les artistes dans leur souhait de professionnalisation ou tout simplement dans leur projet. Et donc, à ce titre, on organise des sessions d'information comme aujourd'hui avec vous et on propose aussi des ressources sur le site de la Fédération. Et ça, je vais vous en dire quelques mots juste après. Et donc, on est très heureux d'intervenir aujourd'hui autour des questions des appels à projets. Alors, hop. Et donc, on le fait avec l'équipe d'EasyApp et Dominique Harris. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre ce qu'est un appel à projet, par où on commence, comment on s'organise, comment on valorise aussi son travail artistique, comment on retrouve les appels à projets existants. Donc, pour vous dire un petit peu comment ça va se dérouler, la session va durer à peu près 1h30. Dans un premier temps, moi, je vais faire une très rapide présentation des ressources que la Fédération peut vous proposer sur les appels à projets. Et puis ensuite, je laisserai l'équipe d'EasyApp et Dominique Harris faire une présentation un petit peu plus précise, à la fois sur les missions d'EasyApp et sur les appels à projets plus spécifiquement. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses avec vous d'environ une demi-heure. Ça, on a souhaité avoir un temps assez long pour que vous puissiez poser vos questions. Et donc, vous pouvez directement le faire via le chat et on les relaiera en fin de session et on y répondra évidemment. Donc, peut-être pour vous dire un petit peu, la Fédération, elle propose des ressources sur les appels à projets sur son site internet. Donc, j'imagine que vous voyez actuellement à l'écran le site internet de la Fédération de l'art urbain. Là, on voit toujours ton PDF. Ok, donc il faut juste que je fasse un petit changement sur le partage de mon écran. Hop, voilà. Normalement, vous voyez le site internet de la Fédération. C'est bon? Super. Ouais. Donc sur le site, vous avez beaucoup de ressources, évidemment, et vous avez notamment un onglet qui s'appelle Outils professionnels que vous voyez à l'écran. Et sur cette page Outils professionnels, quand vous descendez, donc, il y a des choses qui peuvent vous intéresser sur d'autres sujets. Et vous avez notamment un onglet qui s'appelle Ressources et opportunités professionnelles. Et là, vous avez plusieurs onglets qui concernent les soutiens à la création, les achats publics et notamment les appels à projets. Donc, je clique dessus pour vous montrer très rapidement cette page. Et c'est une page que vous pourrez lire tranquillement après cette session qui vous présente en fait ce qu'est un appel à projet à 1%, une commande artistique. Et vous avez aussi l'existant, c'est-à-dire les autres plateformes qui existent et qui vous présentent des appels à projets. Donc, je descends un petit peu. Par exemple, la DAGP qui propose la révélation art urbain, la bourse Strada. Vous avez aussi EasyApp qu'on va vous présenter dans quelques instants et d'autres plateformes qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter pour retrouver des appels à projets qui concernent l'art urbain, mais aussi l'art tout court, l'art contemporain et auquel vous pouvez également prétendre. Donc voilà, ça c'était juste pour vous donner quelques clés par rapport à ce que nous on propose et vous dire aussi qu'on relaie des appels à projets surtout sur 2 canaux, à la fois notre lettre mensuelle d'information que vous pouvez recevoir en vous inscrivant sur le site de la Fédération et via aussi notre compte Facebook. Moi, je suis beaucoup sollicitée par des commanditaires publics sur des appels à projets et je les relais généralement sur la page Facebook de la Fédération. Donc, il ne faut pas hésiter à y jeter un œil régulièrement.
Je vais maintenant laisser la parole aux intervenantes et intervenants, donc Skio, Dominique Harris et Rachel Amar. Et encore une fois, pour celles et ceux qui nous rejoignent que maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra en fin de session. Donc, c'est à vous, Rachel, Dominique et Skio. Très Alors, bien. après Je toi, Rachel. commence? Allez, Bien je sûr. commence. Bonjour à tous. Donc, je suis Rachel Amar. J'ai créé avec Skio, qui est un artiste urbain qui va se présenter ensuite, le service IDIAP fin 2017, début 2018. Et IDIAP, c'est quoi? C'est un service de veille et diffusion d'appels à projets rémunérés spécifiques à l'art urbain, au street art, et qui s'adresse donc aux street artistes et aux associations et aux agences qui travaillent dans ce secteur. Donc, d'où notre présence aujourd'hui pour vous parler un petit peu de votre expérience sur les appels à projets en art urbain. Skio, si tu veux te présenter. Eh ben, bonjour à tous, je suis Skio, je suis un artiste urbain qui peint des murs depuis 20-25 ans maintenant et qui a créé une association qui s'appelle Rio Fluo, donc qui propose de prendre en main, d'organiser la logistique et tout et des événements dans l'art urbain spécifiquement et qui a créé avec Rachel du coup ce service-là qui permet de recevoir pour les artistes, répondre aux appels à projets rémunérés sur tout ce qui a trait à l'art urbain. Et donc, pour ce faire, moi aussi, je vais essayer de faire un petit partage d'écran, parce que vous me dites si vous pouvez le voir. L'animateur a désactivé. Ah, l'animateur a désactivé le partage d'écran. Donc, Cécile? c'est bon, je l'ai rendu possible. Yes. OK. Alors, je peux regarder ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors voilà, le site internet c'est rioflow.com et on a un onglet qui s'appelle Appel à projet. Et donc, que vous soyez une artiste ou une association, vous pouvez voir là comment ça se déroule, quelques échantillons aussi des appels à projets qui ont été gagnés et s'inscrire directement ici sur Hello Asso. Voilà, tout simplement. Et ensuite, Rachel va expliquer comment ça se déroule. Hop. Donc, du coup, pour vous expliquer un petit peu. Peut-être que je vais me présenter. Ah oui, Oui. pardon, Rachel. Dominique, je vous en prie. Ça faisait partie de la liste. Bonjour, je suis Dominique Harris. Donc, j'ai travaillé de très nombreuses années autour de la commande publique, avec la commande publique, le 1%. J'ai été chef du département de la création artistique au ministère de la Culture et chef de la commande publique et du 1% au préalable. Donc, ce sont des procédures que je connais bien et que j'ai essayé, lorsque j'ai été chargée d'un plan d'accompagnement de l'art urbain, essayer le plus possible de faire connaître par les artistes et de faire reconnaître par les commanditaires publics que nous sommes au ministère de la Culture avec ces établissements publics. Donc, il y a eu ce travail de formation, information autour des différentes procédures de la commande publique. Voilà, donc je suis maintenant, comme l'a dit Cécile, membre d'honneur, l'une des membres d'honneur de la FEDE. Voilà. Vas-y, Rachel. Merci, Dominique. Donc, pour en revenir, nous, à IDIAP et à comment on en est arrivé à créer ce service pour les artistes et pour les associations et les agences qui travaillent dans l'art urbain, c'est qu'en fait, on s'est aperçu à partir de 2017-2018 qu'il commençait à y avoir pas mal d'appels à projets dans le milieu de l'art urbain, qui étaient essentiellement lancés par des collectivités. Bon, au départ, nous, on les gardait pour nous, on y répondait avec notre association Riuflo où Skio se positionnait dessus en tant qu'artiste. Et puis, on a commencé à faire de la veille vraiment sérieusement et quotidiennement. Et là, on a trouvé vraiment une masse importante d'appels à projets. Et parallèlement, quand on en parlait aux artistes autour de nous, à nos connaissances, à notre réseau, on se rendait compte que les artistes n'étaient pas au courant de ces appels à projets, ou toujours au courant en dernière minute, en tout cas dans des conditions qui ne leur permettaient pas d'y répondre et de se positionner sur ces opportunités. Donc, c'est vraiment comme ça que nous est venue l'idée de dire qu'il fallait trouver un moyen pour que les artistes soient au courant de ces appels à projets qui sont vraiment des réelles opportunités de travail pour eux et qui puissent y répondre dans des bonnes conditions. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on a créé IDIAP et qu'on a essayé d'en faire un outil de travail pour permettre d'élargir les opportunités des artistes, mais également des associations et des agences qui travaillent dans ce milieu-là.
Pour être un peu plus précis sur ce qu'on propose, nous on fait une veille quotidienne sur tous les appels à projets qui sont rémunérés liés à l'art urbain. Donc j'insiste sur rémunérés parce qu'on ne diffuse pas les appels à projets où les artistes ne sont pas payés. C'est de moins en moins courant, mais on en voit encore des appels à projets où les artistes ne sont pas payés. C'est pas du tout la philosophie d'IDIAP. On résume les appels à projets. Donc ça, c'est vraiment pour permettre, encore une fois, de gagner du temps aux artistes. Parfois, les documents sont longs. Donc l'idée, c'est d'avoir un résumé qui soit court, rapide, synthétique et qui permette à l'artiste de voir en quelques minutes si c'est un projet qui l'intéresse, si ça nécessite d'aller plus loin dans la lecture des documents. On diffuse évidemment tous les documents originaux de l'appel à projet qui permettent de répondre à l'appel à projet directement sur les boîtes mail. Et on fait également un rappel régulier des deadlines, c'est-à-dire des dates à respecter pour envoyer les dossiers de candidature. Y compris également dans notre abonnement un accompagnement sur la constitution des dossiers de candidature. Enfin, ça, c'est pareil, c'est une problématique auquel on s'est rendu compte, c'est que les artistes n'étaient pas forcément habitués à cet exercice de répondre à un appel à projet, c'est assez particulier, et qu'ils avaient souvent besoin de conseils et d'accompagnement pour pouvoir monter des dossiers de candidature qui sont conformes aux attentes des commanditaires. Et on propose également un retour sur les books et les CV, qui sont vraiment des outils de travail qui sont indispensables quand on candidate aux appels à projets. Rachel, on a juste une petite demande de parler peut-être un peu moins vite Ah, pardon. et peut-être plus près du micro. C'est mieux si je fais comme ça? Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. D'accord, très bien. Donc ça, c'était pour vous présenter rapidement ce qu'on propose dans notre service ISIAP. De toute façon, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet de Rio Fluo et isiap.fr. Si Le lien est sur le discussion, j'ai mis le lien. Voilà, donc vous avez toutes les infos et bien sûr, on est nous aussi disponible en dehors de cette intervention pour répondre à vos questions. Donc, l'idée de cette intervention, c'est un peu de vous partager notre expérience par rapport aux appels à projets. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on travaille autour de ces appels à projets avec les artistes. Donc, de pouvoir vous faire part de notre expérience, de ce qu'on en a ressorti, de travailler régulièrement dans les appels à projets. Alors, ça a juste un petit peu coupé quand tu as dit que ça faisait 5 ans qu'on travaillait dans les appels à projets, justement sur cette veille quotidienne. Juste l'année, en fait, a été coupée. D'accord, ben, merci de reprendre la précision. Et on va essayer aussi de vous donner un petit peu des conseils pour savoir comment appréhender ces appels à projets, comment monter vos dossiers de candidature, dans l'idée que voilà, vous soyez peut-être un peu plus motivé aussi pour répondre, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de réticence encore au niveau de ces appels à projets. Or, il ne faut vraiment pas hésiter, ce sont vraiment de réelles opportunités de travail pour vous. Et juste pour info, là, moi, je suis un peu l'exemple de l'utilisateur à la base d'EasyApp. Et comme disait Rachel, on a créé EasyApp car on s'est rendu compte qu'il y avait tellement d'appels à projets qui étaient diffusés, mais tellement mal diffusés, que du coup, on s'est dit, c'est dommage que nous, on ne puisse pas y répondre. Et on va à tous, et on va créer ce service-là pour aider justement tous les artistes en France à pouvoir gagner des appels à projets de partout. Enfin, pour l'instant, c'est francophone. Hein, et pouvoir casser un peu l'image aussi de c'est que les locaux qui peuvent gagner des appels à projets pour une collectivité, ce genre de choses. Et en plus, ça fait connaître des artistes et ça les fait se professionnaliser, ce qui est très important pour nous, enfin surtout pour moi qui est un artiste d'art urbain et qui se professionnalise depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, c'était aussi le but, c'est d'aider notre communauté d'artistes. À toi, Rachel. Donc, avant de commencer, il y a quelque chose qui me paraît important de préciser, c'est de faire un petit point définition. C'est-à-dire que le terme appel à projet, c'est un terme qui est assez générique et qui en fait va regrouper plusieurs réalités. Donc, si on veut simplifier un peu les choses et schématiser, en fait, on peut dire que d'un côté, il y a des appels à projets qu'on va dire simplifiés, c'est-à-dire des appels à projets dont les procédures ne sont pas encadrées par la loi. C'est ce dont on va essentiellement parler aujourd'hui et c'est la majorité des appels à projets que vous allez retrouver dans le milieu de l'art urbain. Et de l'autre côté, on va avoir des appels à projets dont les procédures vont être encadrées par la loi. Donc là, je vais entendre par exemple les marchés publics, les 1% artistiques et tout ce qui concerne la commande publique.
Donc là, on va de suite rentrer dans des procédures qui vont être beaucoup plus lourdes, beaucoup plus codifiées au niveau des dossiers de candidature, que ce soit à la fois pour le commanditaire que pour le candidat. Il y a un jargon juridique qui peut être un peu difficile à appréhender quand on n'est pas habitué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des seuils de budget en fait, pour savoir si on entre justement dans les marchés publics. Depuis 2020, le seuil il est fixé à 40 000 euros. Donc, techniquement, à partir du moment où vous avez un projet dont le budget dépasse les 40 000 euros, les collectivités vont être obligées de mettre en place un marché public, donc avec toute la procédure régie par le Code des marchés publics. Il y a quand même des exceptions pour mettre en place des procédures simplifiées, notamment dans le milieu artistique, mais ça fait quand même un bon repère pour savoir si on se trouve dans un marché public ou plutôt dans un appel à projet simplifié. Donc, de 0 à 40 000 euros, c'est appel à projet. Donc, c'est plutôt simple d'y répondre. Et ensuite, on passe dans tout ce qui est marché public. Donc, un peu plus compliqué sur la création des réponses. Voilà, les dossiers de candidature sont plus lourds. Et ça peut aussi poser des problèmes pour les artistes qui veulent se positionner seuls sur ces projets parce que les budgets peuvent être conséquents. Donc, ça peut poser problème, notamment au niveau du statut pour les artistes qui sont en BNC, par exemple. Si on a des gros budgets à 80 100 000 euros, c'est des choses qui peuvent être aussi compliquées. Donc, c'est vrai que d'une manière générale, tout ce qui va être marché public, c'est plus simple d'y répondre via l'intermédiaire d'une association, par exemple, ou d'une agence que de se présenter en tant qu'artiste seul. Donc, comme je disais, là, on va essentiellement nous parler des appels à projets simplifiés, donc hors marché public et 1% commande publique. Et comme je vous disais, c'est la majorité de ce que vous allez retrouver dans l'art urbain. Donc, il y a quand même énormément de choses à faire sans se frotter, on va dire, au marché public. L'avantage qu'on a, nous, de faire ce travail depuis 2018, c'est qu'on a vraiment une vision d'ensemble du phénomène, entre guillemets, de l'appel à projet dans l'art urbain en France et également en Belgique, parce qu'on capte pas mal de choses sur ce qui se passe en Belgique. Donc, ça nous permet d'avoir des chiffres clés et de faire ressortir un peu des caractéristiques que l'on retrouve dans les appels à projets. Donc, pouvons en donner quelques-uns. Depuis 2018, nous, on diffuse entre 60 et 80 appels à projets par an, vraiment spécifiques au street art. Ça représente entre 600 000 et plus d'1 million d'euros de budget de production annuel, encore une fois, vraiment spécifiquement pour le street art. Au niveau de la typologie des projets, vous allez retrouver dans 90% des cas, ça va être pour la réalisation de fresques, essentiellement dans l'espace public. Il y a peu de choses en intérieur. Et le reste, ça va être surtout pour des expositions, vous allez retrouver des appels à candidature pour des festivals, la mise en place d'ateliers, des résidences, des concours, des prix également de l'art urbain. Pour savoir qui lance ces appels à projets, comme je vous disais, c'est essentiellement des collectivités territoriales, donc les villes, les agglos, les mairies. On a peu d'appels à projets qui viennent du secteur privé, c'est-à-dire des entreprises, parce qu'en général, ils ne lancent pas d'appel à projet. Ils vont passer plutôt en direct par des associations ou des agences pour mettre en place leur projet street art. Et on a également quelques appels à projets qui vont émaner directement de l'État et du ministère de la Culture. C'est plus rare, mais il y en a quand même. On retrouve des appels à projets sur tout le territoire français, en Belgique également, comme je vous disais. Pas que dans les grandes villes, contrairement à ce qu'on peut croire, il se passe aussi beaucoup de choses dans des villes moyennes et y compris en milieu rural. Il y a de super projets street art qui sont mis en place sur ces territoires-là. En principe, tout type de technique est accepté, sachant qu'il y a quand même une exigence de pérennité en principe sur les appels à projets. Donc, ce qui peut poser problème sur des techniques comme le collage, par exemple, ou tout ce qui va être fresque éphémère à la craie. Il faut vraiment avoir si c'est du collage, par exemple, une technique de vernis qui va permettre de faire tenir dans le temps réellement. Il y a rarement des choses éphémères avec les appels à projets. Au niveau des styles, l'abstrait ou le figuratif, les deux peuvent marcher, ça, il n'y a pas de souci. Et une des spécificités qu'on retrouve aussi sur les appels à projets, c'est que vous avez souvent des thématiques à respecter. C'est rarement complètement libre. Donc, ça arrive, hein, il y a des fois des pignons totalement libres où les artistes sont complètement libres de leur proposition. Mais en principe, vous avez quand même des thématiques, un fléchage en fait sur ce qu'attend la collectivité. Et une autre chose qu'on remarque sur les appels à projets, c'est qu'il y a souvent un aspect participatif qui est à inclure dans les projets.
Donc, soit par la participation directe sur une fresque, par exemple, avec un certain type de public, mais également la mise en place de temps de médiation, ce genre de choses. Dans 80% des cas, vous allez retrouver cet aspect participatif dans les appels à projets. Donc, comme vous voyez, ces quelques chiffres, ça montre vraiment que c'est quand même devenu quelque chose d'assez incontournable dans le milieu du street art, les appels à projets. Comme je vous disais, c'est vraiment des réelles opportunités de travail. Ça permet un vrai complément de projets, en plus des projets personnels. Et ce qui est intéressant aussi, Skio pourra peut-être dire quelques mots là-dessus, c'est que ça permet de travailler en dehors de sa région, de faire connaître son travail en dehors de son lieu de vie. Je sais que Nicolas, voilà, il a remporté pas mal de projets qui lui ont permis de faire un petit tour de France avec ses fresques. Je ne sais pas si tu as quelques mots à dire là-dessus, peut-être. Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a des moments du coup de l'année où on est plus disposé à répondre aux appels à projets qu'on reçoit en tant qu'artiste, hein, je parle. Et du coup, en ayant répondu à pas mal de projets, d'appels à projets qui étaient diffusés par EasyApp, ça m'a permis de faire, par exemple, plusieurs années, des étés complets remplis d'appels à projets, de passer de Tourcoing à Valence en allant à Lyon et ce genre de choses. Donc, faire vraiment, ça c'est un kiff hein, pour les artistes de pouvoir bouger, rencontrer des gens, mais aussi faire un bon complément de revenus par rapport à ça. Et ça nous sert aussi de publicité parce que, mine de rien, plus on fait des appels à projets, en général, c'est du mural, donc c'est des fresques qui sont assez grosses. Donc, ça sert dans tous les sens. Psychologiquement, ça nous permet aussi de se sentir mis en valeur. Professionnellement parlant, ça nous met en valeur vraiment. Puis, du coup, ça nous fait aussi tester des choses. Donc, on est gagnant là-dessus. Et puis oui, c'est super sympa de prévoir la logistique, aller dans une ville, rencontrer des gens, leur offrir notre peinture et repartir, aller dans une autre ville. Donc, voilà, c'est très bien. Donc, merci pour ces précisions. On nous pose souvent la question de savoir où est-ce qu'on peut les trouver, ces appels à projets. Donc ça, c'est un peu le problème avec les appels à projets street art, et c'est pour ça qu'on a créé Diap, c'est qu'en fait, il y a un vrai problème de diffusion. Il n'y a pas de plateforme qui va permettre de regrouper ces appels à projets en art urbain. Ça se fait beaucoup dans le spectacle vivant, par exemple, mais dans le street art, ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est souvent publié uniquement sur le site des mairies ou sur leur Facebook ou sur le site des départements. Donc, ça rend vraiment la recherche difficile et très chronophage. Moi, je fais la veille pour EasyApp, ça me prend à minima 1 heure par jour. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un travail de fouille et de recherche quotidienne pour trouver ces appels à projets. Comme vous disiez, Cécile, il y a quand même des sites relais où vous pouvez trouver des appels à projets street art, mais ce n'est pas spécifique au street art. Ça va être plus généraliste sur l'art visuel, l'art contemporain. Donc, vous avez le site de la Maison des artistes qui relaie des appels à projets. Vous avez le site du CNAP, qui est le Centre national des arts plastiques. Pareil, qui a un onglet qui recense des appels à projets sur lequel vous pouvez trouver du street art. Il y a le site du CIPAC également. Donc, c'est la Fédération des professionnels de l'art urbain qui recense pas mal d'appels à projets. Je vous conseille d'aller voir aussi régulièrement sur le site du ministère de la Culture, qui est en relais également. Mais voilà, ce n'est pas spécifique au street art et donc proportionnellement, il y a quand même peu d'appels à projets qui sont relayés, dont on le voit par rapport à la quantité qu'on trouve chaque année en faisant nos propres recherches. Et Donc, du coup, sur le côté, pardon, je te coupe, sur le côté chronophage, c'est très important parce qu'en fait, lorsqu'on est artiste, passer 1 heure tous les jours à chercher des appels à projets, ça prend du temps. À lire les appels à projets pour savoir si c'est quelque chose qui peut nous intéresser aussi, ça prend encore plus de temps. Et c'est pour ça aussi que EasyApp, lorsqu'on reçoit tous les appels à projets, ils sont résumés. J'ai pris un exemple de fainéantise personnelle, du coup, pour me dire, tiens, si je recevais un appel à projet, au lieu de lire des 10 pages du PDF, j'aimerais juste, en quelques phrases, connaître le budget, savoir c'est quoi, c'est où, c'est quand, et voir si je lis le reste. Et en fait, c'est ce qu'on diffuse du coup aux artistes avec bien sûr la documentation originale. Et du coup, voilà, le but, c'est de faire gagner du temps aux artistes pour recevoir tous ces appels à projets. Le côté chronophage est très important. On essaie de l'éliminer au maximum pour les artistes. À toi, Rachel. Merci.
Donc voilà, ça c'était pour vous faire un petit peu un aperçu du paysage de l'appel à projet dans le milieu de l'art urbain, de ce qui ressort de notre expérience avec IDIAP. Euh, Maintenant, moi j'aimerais bien vous parler, rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et voir, vous donner un petit peu des conseils, de voir comment vous pouvez répondre à ces appels à projets, quels vont être les points de vigilance, comment vous pouvez appréhender les appels à projets. Donc ça, encore une fois, c'est basé sur l'expérience qu'on a et sur l'accompagnement qu'on fait depuis quelques années des artistes, donc les erreurs fréquentes qu'on peut voir ou encore les questions fréquentes qu'on nous pose sur l'accompagnement. Donc déjà, il y a quelque chose d'important dont parlait un petit peu Nicolas tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir une attitude et une vision un petit peu stratégique en fait quand on fait les appels à projets, quand on décide d'y répondre. Tout simplement parce que d'une part, les dossiers de candidature, la constitution des dossiers de candidature n'est pas rémunérée, et puis très rarement, et en plus, vous n'êtes pas sûr d'avoir le projet. Donc là, c'est important vraiment d'avoir une bonne méthodologie de travail, d'avoir des outils qui sont efficaces pour ne pas perdre trop de temps en fait sur les dossiers. Et aussi d'avoir une bonne philosophie dans le sens où il ne faut pas se décourager si on n'est pas pris sur un appel à projet. Ça, c'est important. C'est vraiment le jeu avec l'appel à projet. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, mais ce n'est pas une remise en question de la qualité de votre travail. Il faut savoir que la plupart du temps, les jurys d'appel à projet, ils sont constitués par le conseil municipal d'une mairie, par exemple, qui ne connaît vraiment pas grand-chose à l'art et encore moins à l'art urbain. Donc voilà, les choix vont se faire sur des coups de cœur, sur des maquettes, sur ce genre de choses. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas pris qu'on a fait un dossier de mauvaise qualité ou qu'on propose un travail de mauvaise qualité. Il y a vraiment une philosophie à avoir à ce niveau-là pour pas se décourager et d'avoir vraiment une bonne méthodologie de travail pour être efficace, ne pas perdre trop de temps et avoir une routine de réponse d'appel à projet en fait pour faire en sorte que ça marche. Ouais, juste si je peux revenir, appuyer un peu là-dessus. Voilà, ce que je disais, c'est pas c'est pas un sprint en fait. Répondre à un appel à projet, il faut pas mettre tout dans une réponse d'appel à projet et être énormément frustré du coup de ne pas être pris, mais vraiment voir ça comme une course de longue haleine en fait, en disant voilà, je vais structurer mon dossier pour pouvoir réutiliser certaines choses de mon dossier dans un autre appel à projet et voir ça vraiment comme une course d'endurance en se disant c'est pas grave si j'en loupe un, si j'en loupe deux, si j'en loupe trois, mais du coup celui que je vais gagner, ça va me servir pour encore prendre du temps sur les autres, etc. Donc répondre aux appels à projets, c'est pas répondre à un appel à projet, mais c'est vraiment répondre aux appels à projets. Il faut voir ça vraiment avec la motivation sur une stratégie de long terme d'appel à projet. Exactement. À toi, Rachel. Je vais peut-être aussi vous donner quelques petits conseils généraux si vous voulez répondre aux appels à projets. Bon, déjà, ça paraît évident, mais je préfère le préciser. Qui dit réponse à appel à projet dit capacité à facturer. Donc, il faut vraiment que vous ayez un numéro ciré. On s'adresse à un statut professionnel. Ça, c'est important. Deuxième chose, sur les appels à projet, ce qui va marcher, entre guillemets, au niveau des œuvres, c'est ce qui est politiquement correct, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un cadre à l'appel à projet où vous allez pouvoir proposer des œuvres qui sont spécialement revendicatives ou qui sont connotées politiquement, religieusement. C'est plutôt sur des choses assez consensuelles et tout public. De la même manière, c'est plutôt des œuvres gaies, plutôt des œuvres colorées, des choses positives qui vont fonctionner sur les appels à projets. Voilà, petit aparté sur qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins sur les appels à projets. D'ailleurs, juste si Dominique Harris veut interagir ou dire quelque chose ou nous couper à un certain moment, n'hésite pas. Hein. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce qu'il est en train de dire. Mais je ne sais pas, je le ferai peut-être à la fin, hein, parce que j'ai pas mal de petits trucs, effectivement, qui sont Très bien. Des ajouts. Super, parfait. Enfin, tu n'hésites pas, en tout cas. Non. Donc, comme je disais, voilà, petits conseils généraux par rapport un peu au type d'œuvres qui sont plutôt acceptées dans les appels à projets.
Deuxième chose qui est importante quand on est face à un projet, c'est de savoir un petit peu comment l'appréhender, comment arriver à jauger si c'est quelque chose qui va correspondre à son profil et concrètement, est-ce que ça vaut le coup, en fait, de tenter l'appel à projet ou pas. Donc ça, il y a plusieurs questions à se poser face à un appel à projet. Moi, déjà, la première chose que je conseille, et c'est ce qu'on fait avec IDIA, parce qu'on parlait tout à l'heure, c'est de faire une fiche résumée de l'appel à projet avec les principales infos. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision synthétique de l'appel à projet qui parfois peut être long. Donc on résume ce qu'est le type de projet. Est-ce qu'il y a une thématique? Est-ce qu'il y a des restrictions de candidature? Quel est le budget? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prises en charge comme une nacelle ou un hébergement? On repère le calendrier. Donc ça, c'est à la fois la deadline pour rendre le dossier et à la fois les périodes de réalisation. On liste les modalités de candidature. Donc, qu'est-ce qui va être demandé dans le dossier? Et ça va vous permettre de vous poser des questions pertinentes pour savoir si c'est intéressant pour vous de vous positionner ou pas. Donc, par exemple, ça peut être tout simplement, est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour m'attaquer à cet appel à projet? Par exemple, sur une question de surface ou sur une capacité à mener des ateliers ou à faire de la médiation. Est-ce que je suis disponible, tout simplement, à la fois pour monter le dossier dans les temps et à la fois au niveau des périodes de réalisation. Est-ce que mon style va correspondre aux attentes, s'il y a une thématique, s'il y a une technique qui est imposée. C'est important de vérifier les critères d'éligibilité. Parfois, vous allez avoir des restrictions sur l'âge, par exemple. Il y a pas mal d'appels à projets réservés à ce qu'on appelle les jeunes artistes. Il y a des choses sur la localisation. Parfois, les appels à projets vont être réservés aux artistes locaux. Donc, toutes ces choses-là, c'est important de les repérer pour voir si c'est important, si c'est intéressant d'y aller ou pas. Il y a aussi une chose que vous pouvez essayer de faire, c'est tenter de jauger un petit peu la popularité de l'appel à projet. C'est-à-dire que plus vous allez vous positionner sur des gros appels à projets qui sont très relayés, avec beaucoup de communication dans des grandes villes, logiquement, vous allez avoir plus de concurrence. Pour donner un exemple concret, il y a par exemple chaque année un très bel appel à projet à Paris pour la Street Art Avenue. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Donc, super appel à projet, mais effectivement, énormément de concurrence. Ça ne dit pas qu'il ne faut pas y aller, mais il faut être conscient qu'il va y avoir beaucoup de candidatures. À l'inverse, il peut y avoir des appels à projets très intéressants dans des villes plus petites qui vont être moins connues, moins relayées. Bon, là, vous savez, pareil, que logiquement, il va y avoir moins de candidatures. Donc, ça peut un peu maximiser vos chances aussi d'être pris. Une chose qui est intéressante de voir aussi, c'est si l'appel à projet cherche plusieurs artistes ou seulement un seul. Là, pareil, logiquement, s'il cherche plusieurs artistes, ça maximise les chances d'être sélectionné. Donc voilà, ces petites choses à regarder pour savoir si c'est intéressant de se lancer dans la constitution du dossier de candidature. Donc, c'est une fois après vous avez fait cette petite analyse, vous êtes motivé, vous voulez faire votre dossier. Je conseille de faire une checklist des documents qui sont demandés pour constituer le dossier. Ça permet de rien oublier et de s'organiser dans son travail. Et de vérifier également le formalisme. Parfois, vous allez avoir, par exemple, des limitations du nombre de pages du dossier de candidature ou limitations du nombre de lignes sur la note d'intention, des refus de variantes sur les maquettes. C'est des choses qui sont importantes à lister pour être sûr de proposer un dossier qui soit vraiment conforme aux attentes du commanditaire et de ne pas perdre de temps sur le formalisme et sur comment je monte mon dossier. Et ça, c'est important, je reprends la main là-dessus. Le côté formalisme, en fait, moi, je suis graphiste à la base, mais ce qui est important, c'est aussi la présentation du dossier. Plus ça a l'air professionnel, plus ça a l'air clean. Rien que le dossier, en fait, donne vraiment un avant-goût de ce qu'on propose en tant qu'artiste. Et donc, les artistes qui nous demandent s'ils peuvent envoyer 3 photos à l'arrache avec un texte par mail, en général, on leur déconseille. Il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps, créer une espèce de structure de dossier qu'on réutilisera pour d'autres appels à projets. Que envoyer des documents comme ça, parce que ça montre il faut vraiment donner une bonne image du début à la fin pour que les collectivités soient rassurées de prendre un artiste sur un appel à projet. Pareillement, comme disait Rachel, du coup, relever tous les points importants des documents. En général, c'est toujours les mêmes documents. Donc, moi, j'ai un dossier où il y a tous mes documents que je réutilise, où je mets à jour chaque année. Mais en général, c'est toujours les mêmes et donc on les réutilise. C'est très simple. Pareil sur le
nombre de pages de réponses, il faut faire attention à ça. Si on a trop de pages ou pas assez, ça, on ne rentre pas dans les clous. Donc, on fait hors sujet. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Voilà, à toi, Rachel. Merci. Du coup, je vais enchaîner là-dessus. Sur le dossier de candidature en lui-même. Donc, en essayant de donner un petit peu de passer un revue ce qu'on va vous demander dans les dossiers de candidature et en essayant de vous donner des conseils pour que vous ayez les bonnes attitudes et les bons outils pour être efficace dans vos réponses. Donc, avant même de rentrer dans votre proposition dans le dossier de candidature, il faut savoir qu'il y a 2 documents que moi j'appelle des prérequis si vous voulez travailler sur les appels à projets. Ça va vous être systématiquement demandé, c'est un CV et un book. Donc, il y a encore pas mal d'artistes qui me disent qu'ils n'ont pas de book parce que oui, mais moi j'ai un Instagram, j'ai un site, ce genre de choses. Donc, c'est très bien, bien sûr, mais dans le cadre des appels à projets, ça ne marche pas. Il faut vraiment un document à part, un doc que vous puissiez envoyer, un document PDF. Ça va vous être systématiquement demandé. Également, un CV. Donc, ces documents, ça va servir aux commanditaires pour évaluer votre capacité professionnelle, découvrir votre univers et voir votre expérience. Donc, ces 2 documents, il faut toujours que vous les ayez prêts et à jour, parce que bien sûr, c'est des documents évolutifs que vous mettez à jour au fur et à mesure de vos productions. Et si vous avez déjà ces 2 documents prêts, vous savez que vous n'avez pas à vous en occuper quand vous faites vos candidatures, vous avez juste à les joindre en pièces jointes. C'est important d'avoir ces choses-là prêtes. Et de toute façon, dans votre travail en général, c'est un peu comme votre carte de visite, ça vous permet de présenter votre travail rapidement et de pouvoir l'envoyer, y compris en dehors des appels à projets. Ensuite, vous avez essentiellement 4 documents qui vont vous être demandés dans les dossiers de candidature. C'est toujours à peu près la même chose qui revient. On va vous demander une maquette, on va vous demander une note d'intention, on va vous demander un budget et on va vous demander une fiche technique. Donc, on n'a pas énormément de temps, mais je vais essayer de passer un petit peu en revue ces documents et de vous donner un petit peu des conseils à chaque fois pour être pertinent. Concernant la note d'intention, ça interroge souvent les artistes, ils ne savent pas trop quoi mettre dedans. En fait, c'est tout simplement là où vous allez pouvoir expliquer votre projet. C'est là où vous pouvez montrer que vous avez compris la commande et comment vous l'appropriez, vous, artistiquement. Donc, c'est tout simplement se poser des questions de qu'est-ce qui m'a inspiré, quel est le message de mon œuvre, pourquoi j'ai fait ce choix de couleur. Tout simplement expliquer son œuvre et en quoi c'est pertinent pour répondre à cet appel à projet. Là, il y a un petit conseil que je peux vous donner et qui matche bien avec les mairies, par exemple, c'est de se renseigner sur la ville, de se renseigner sur le lieu de création d'où vient l'appel à projet. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de trouver un lien entre votre œuvre et le lieu de création. C'est des œuvres in situ qu'on vous demande. Donc, même si vous n'êtes pas sur place, il faut donner le sentiment que l'œuvre elle a été créée spécifiquement pour le lieu. Donc, c'est intéressant de faire des clins d'œil au patrimoine, à l'architecture, au passé de la ville, à l'environnement. Ça peut être aussi dans le choix des couleurs, de reprendre les couleurs de la ville. Ça, c'est des choses qui plaisent bien aux mairies. Ils ont l'impression que c'est fait vraiment spécifiquement pour eux, que ce n'est pas une œuvre qu'on peut retrouver ailleurs. Donc, il y a ce petit travail de renseignement sur le lieu de création qui peut être intéressant à faire et qui peut vous permettre d'alimenter votre note d'intention et d'affiner également votre maquette. Si j'en viens à la maquette, c'est évidemment le cœur de votre dossier. C'est vraiment ce qui va permettre aux commanditaires de se rendre compte de ce que vous proposez. Et on ne va pas se mentir, la plupart du temps, le choix des appels à projets, ça se fait au coup de cœur sur les maquettes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut soigner. Tant qu'on est là-dessus, parce qu'on a une question qui demande de voir si on a un exemple de dossier. Et vu que tu parles de ça, je voulais voir si je pouvais partager mon écran, juste montrer vite fait pour un appel à projet, ma réponse, voir à quoi ça ressemblait. Oui, bien sûr, si tu veux partager un de tes dossiers, évidemment. Voilà, pendant que tu parlais de ça, je trouvais que c'était intéressant. Je vais le faire. Hop. Donc, vous me dites quand vous voyez. Ouais, c'est bon, on le voit. Ouais. C'est bon? Voilà. Alors ça, c'est un appel à projet pour un festival, en fait, un festival de graffiti qui était à Sérignan et qui est rémunéré. Donc, en fait, ils avaient déjà une somme. Donc, il n'y a pas de budget à l'intérieur. Là, ils ne me demandaient pas de faire un budget, mais juste de montrer ce que je pouvais faire sur certains murs.
Donc, en fait, vous allez voir, il y a une espèce de charte graphique, c'est-à-dire que du coup, mes dossiers sont toujours pareils. Donc, avec une page de titre, voilà, normal, ma signature. Juste un petit laïus sur Skio, artiste, etc. Quelques images qui peuvent servir de mini book, vraiment. Si jamais ils n'ont pas eu le temps de regarder le book ou quoi, bah là, il y a quelques images pour montrer. Là, c'est pareil, il n'y a que 3 images, mais elles sont choisies pour montrer des grandes fresques. Des fresques un peu techniques, ou c'est selon aussi le projet que je choisis ces 3 petites images Tout à fait. pour que ça leur parle un petit peu. Si c'est des grosses fresques avec des nacelles, je vais mettre une photo avec des nacelles. Ensuite, l'intention. Là, on va pas la lire en entier, mais en vrai, ça reprend toujours la même base qui est sur la thématique. Moi, c'est le questionnement de l'identité de l'humain dans l'espace public. Donc, il y a vraiment toujours la même base. Et ensuite, comme disait Rachel, on voit un petit peu qu'est-ce que veut la ville, à quoi ressemble l'environnement, et ensuite, on crée un texte qui est en rapport avec ça. Euh, un petit laïus sur le matériel qui va être utilisé, sur le temps aussi qui va être que je vais mettre pour faire ça. Ça, c'est juste pour un petit festival, hein. En général, quand c'est pour des plus gros appels à projets, on développe un peu plus tout ça. Et ensuite, les maquettes. Donc, les maquettes, moi, en général, je les fais avec des mises en situation. Comme ça, au moins, on a le résultat directement sous les yeux. Donc, mise en situation, plus, donc là, avec d'autres murs aussi, d'autres propositions graphiques, avec des déclinaisons aussi, juste pour voir un peu ce que ça peut ce que ça peut faire avec des déclinaisons couleurs, parce qu'en fait, c'est dommage si quelqu'un s'arrête sur bah, en fait, j'aime pas l'orange. Bah, c'est con parce que du coup, on a fait une création orange, donc il suffit juste de la refaire à côté, de changer de couleur. Donc voilà, les simulations. Et là, c'est tout, c'est pour un petit festival. Donc, juste à la fin, on met notre signature avec les liens, réseau, mail, etc., etc. Donc, voilà, ça, c'était juste pour montrer un exemple. Et j'arrête le partage. Voilà, à toi, Rachel. Ok, bah, merci pour ce partage. C'est bien parce que ça va permettre d'illustrer tout ce que je vais dire après. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Donc, on en était sur les maquettes. Donc, comme vous voyez, voilà, essayer de faire des choses qui soient propres, qui soient professionnelles. On conseille toujours d'utiliser des logiciels de création plutôt que de faire des croquis à main levée. Tout ça, c'est quand même plus pro et ça permet de vraies mises en situation. En principe, vous avez des photos dans les dossiers de candidature qui vous permettent de faire les mises en situation. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à en demander. Ça, c'est vraiment important parce que c'est la manière dont vous allez vendre votre œuvre, proposer votre proposition. La qualité de votre proposition tient compte aussi des qualités des photos que vous avez pour faire vos mises en situation. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en demander. Ce qui peut être intéressant aussi, si vous avez les adresses des lieux, c'est de faire un petit repérage au niveau Google Maps pour voir un petit peu l'environnement de la fresque pour affiner sa proposition, notamment par exemple choix des couleurs pour s'intégrer au paysage, ce genre de choses. Et comme disait Nico, ça, ce qui est important, c'est aussi voilà, de laisser la place à d'éventuelles modifications pour que ce ne soit pas bloqué pour une histoire de couleurs. Donc, comme il a fait, soit vous proposez directement des déclinaisons chromatiques, ou bien vous pouvez même indiquer sous les maquettes que vous êtes ouvert à la discussion pour changer les couleurs, ce genre de choses. Ça permet de montrer aux commanditaires que vous êtes ouvert, que ce n'est pas figé et qu'ils peuvent mettre un petit grain de sel, ce qu'ils aiment bien faire en général. Ensuite, si on passe au budget, donc ça c'est pareil, c'est un morceau important de votre dossier de candidature. En principe, vous avez 2 options sur les appels à projets. C'est soit vous allez avoir une enveloppe qui est prédéfinie à l'avance, c'est-à-dire que dans le dossier d'appel à projet, vous allez avoir texto qu'on va vous dire, par exemple, pour ce projet, on a 10 000 €. Soit on va vous demander un devis. Dans tous les cas, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut présenter des budgets qui soient détaillés. On me demande souvent si on peut faire des budgets au mètre carré. Dans les appels à projets, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment montrer de manière transparente comment va être utilisé l'argent, combien ça coûte, combien tout coûte en fait. Donc, c'est à la fois important pour rassurer le commanditaire et lui montrer combien coûte concrètement le projet. Et c'est important aussi pour vous, pour anticiper tous les coûts et pas vous mettre dans le rouge au moment de la réalisation. Donc, pour ça, il faut arriver à bien structurer son budget. Un des conseils qu'on peut vous donner et qui est intéressant pour gagner du temps et en efficacité,
c'est d'avoir un document de travail, un Excel en fait, avec des références de prix pour le matériel qui est fréquemment utilisé sur les projets, les bombes, les caps, les pinceaux, les bâches, tout ce genre de choses. Ça va vous faire gagner du temps. Donc évidemment, c'est des documents qu'il faut garder à jour parce que les prix évoluent, surtout en ce moment, ça augmente. Donc on pense à mettre à jour régulièrement. Mais si vous faites ce travail, ça va vous permettre vraiment de gagner du temps au moment où vous construisez votre budget. Vous savez qu'une bombe de peinture chez tel fournisseur, ça vaut tant, il vous en faut tant, vous multipliez, vous avez votre budget bombe de peinture. Ça va vraiment vous faire gagner du temps et de l'efficacité. Ce qu'on conseille également, c'est de construire systématiquement son budget de la même façon et en 3 parties pour ne rien oublier. Vous avez une première partie sur le matériel, vous pensez bien à lister tout ce dont vous allez avoir besoin. Il y a une deuxième partie qui va concerner la logistique. Donc ça, on intègre dedans les déplacements, l'hébergement et les repas. Et enfin, vous avez votre partie rémunération. Donc d'une part, c'est clair et transparent pour le commanditaire. Et d'autre part, pour vous, ça vous permet de ne pas oublier aucun poste de dépense. Autre chose qui est intéressant à faire aussi, c'est d'essayer, si c'est possible, d'intégrer des marges de sécurité sur les postes de dépenses. Pourquoi? Parce que ça peut vous permettre d'anticiper des imprévus. Souvent, sur les appels à projets, vous ne faites pas de repérage, vous n'allez pas sur place. Donc, vous n'êtes pas à l'abri. En fait, quand vous arrivez, il y a une erreur un petit peu sur les dimensions. Par exemple, vous avez besoin de plus de peinture que prévu. Donc, si vous avez intégré une petite marge de sécurité au niveau de votre matériel, ça vous permet d'anticiper ce genre de problème. De même, si au final vous avez prévu une semaine de travail, au final il y a du mauvais temps, vous devez être hébergé et payer votre Airbnb 3 jours de plus. Si vous avez une petite marge de sécurité, ça va vous éviter de piocher dans votre partie rémunération en fait. Donc ça, c'est intéressant à intégrer dans vos budgets. Autre chose auquel les artistes pensent rarement, c'est si vous utilisez du matériel personnel. Par exemple, des escabeaux, des pinceaux, ce genre de choses, il faut quand même penser à les deviser. Tout simplement parce qu'il faut prendre en compte l'usure de ce matériel. Si vous le répercutez jamais sur le client, c'est tout le temps de votre poche, donc vous êtes perdant. Donc on pense quand même à les intégrer dans les budgets. Il y a aussi des oublis qui sont réguliers, que je vois souvent dans les appels à projets. Par exemple, si vous louez une nacelle thermique, pensez à intégrer le prix de l'essence. Vous allez devoir rendre votre nacelle avec un plein. Donc, si vous ne budgétisez pas ça, eh bien, vous allez le payer de votre poche. De même, si on va faire son projet avec son propre véhicule, on intègre l'essence et les payages dans les déplacements. Parce que sinon, ça peut revenir très cher. On pense également à tout ce qui est matériel de protection, donc que ce soit personnel, les gants, les masques, et également si vous faites des ateliers. C'est très important de prendre en compte le matériel de protection des participants. Donc ça, c'est pareil. En plus, c'est gage de professionnalisme par rapport aux commanditaires. Si vous montrez que vous avez un gant, des gants, un masque, tout ça, ça montre que vous êtes carré dans votre travail. Donc voilà, Pardon, je te coupe. Juste pour les fresques, on parlait des nacelles thermiques ou électriques. Ça, c'est très important aussi de se rapprocher, même si ils nous demandent de gérer la nacelle, de quand même aller vers les mairies ou les collectivités pour demander comment est le sol. Est-ce qu'ils ont fait des tests sur comment est le sol pour faire venir ou une nacelle thermique ou électrique? Où est-ce qu'on peut brancher la nacelle et comment on la fait venir jusqu'au mur? Parce qu'en général, ils ne se posent pas ce genre de questions parce que c'est pas non plus des techniciens sur ce genre de choses. Et donc, c'est très important de refaire un tour avec la collectivité sur tout ça. Même l'emploi des bombes de peinture, même le stockage aussi, ce genre de choses. Tout ça, c'est un travail à faire par l'artiste parce que la collectivité, une fois que vous y êtes, ça va être un petit peu plus dur de se poser ces questions-là. Ce sera trop tard. À toi, Rachel. C'est parfait que tu parles de ça parce que j'allais enchaîner là-dessus avec la fiche technique qui est justement l'endroit où on peut exprimer ce genre de besoin. Donc souvent, on va vous demander une fiche technique dans les appels à projets où les artistes ne savent pas trop en quoi ça correspond. Donc en fait, l'idée, c'est d'apporter des précisions sur différents points. Donc vous allez avoir les matériaux utilisés, ça va être la durée du chantier, la méthodologie d'intervention. C'est également l'endroit, comme disait Skio, où vous pouvez exprimer vos besoins. Ça, il ne faut pas hésiter. Comme il disait, un local pour stocker le matériel, l'accès à un point d'eau, besoin d'une place de parking, besoin de travailler la nuit, par exemple, si vous voulez faire de la projection.
Tout ça, c'est important de l'anticiper. Un branchement électrique, si vous avez une nacelle électrique. Tout ça, c'est des choses qu'il faut lister en amont parce que effectivement, les collectivités ne sont pas très réactives sur le moment. Il y a besoin d'anticiper les choses. Les logistiques peuvent être longues à mettre en place. Donc, c'est bien de le préciser directement dans les dossiers de candidature. Et en plus, encore une fois, ça montre votre professionnalisme, ça montre que vous anticipez les choses et que vous savez mettre en place la logistique sur des projets de ce type-là. On va vous demander aussi dans ces fiches techniques parfois de détailler votre méthodologie d'intervention. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est de faire un planning de réalisation, en fait, tout simplement, qui explique jour après jour, de manière très pédagogique, ce que vous allez faire. Donc, il faut être précis, exhaustif, expliquer. Voilà, le premier jour, on arrive, on réceptionne la nacelle, on protège les surfaces, on va faire la projection. Enfin, voilà, vraiment, jour après jour, d'expliquer ce que vous allez faire de manière très simple. Sur cette fiche technique, vous pouvez aussi évoquer quelque chose que vous allez retrouver de plus en plus aujourd'hui dans les dossiers de candidature, c'est les aspects environnementaux et écologiques. Donc, vous allez retrouver ça souvent sur les dossiers de candidature, de faire en sorte d'être attention aux considérations écologiques. Donc, évidemment, ça peut être fait sur le choix des matériaux. Bon, après, à partir du moment où on travaille à la bombe, l'écologie prend un petit peu un coup, mais vous pouvez anticiper sur d'autres choses. C'est par exemple la gestion des déchets. Ça, c'est des choses qui vont être intéressantes à mettre en avant aussi. Par exemple, de demander l'accès à la déchetterie de la ville en fin de chantier pour pouvoir trier vos déchets dans des bonnes conditions. Encore une fois, c'est des choses qui vont être bien vues et qui vont montrer que vous êtes pro, vous savez gérer un chantier, ce genre de choses. Et il y a également l'aspect sécuritaire que vous pouvez aborder dans cette fiche technique, surtout s'il y a des nacelles, si vous travaillez en hauteur, ce genre de choses, de penser à intégrer qu'il faut prévoir des périmètres de sécurité. Donc ça peut être pris en charge par les mairies qui mettent en place des barrières, par exemple. Mais pareil, il faut que ce soit prévu dans leur logistique à eux. Et sinon, ça peut être à vous aussi de le prévoir. Donc ça peut être des poteaux et des rubalises, par exemple. Mais dans ce cas-là, il faut également penser à le budgétiser parce que ça a un coût de mettre en place ce genre de périmètre. Donc voilà, ça c'est typiquement les 4 documents que vous allez avoir à préparer pour vos dossiers de candidature. Donc maquette, note d'intention, budget et fiche technique. Ensuite, on peut vous demander un certain nombre de papiers administratifs annexes. Donc ça, tout comme le book et le CV, je conseille d'avoir vraiment un dossier sur son ordinateur qui regroupe ces documents administratifs. Au moins, vous n'avez pas besoin de vous embêter au moment de candidater. Vous savez qu'ils sont là, vous gagnez en efficacité et en gain de temps. Ça va être quoi ces documents? Moi, je conseille en général d'avoir l'avis INSEE, d'avoir le certificat d'affiliation à l'URSSAF, les artistes auteurs, les éventuels permis CACES, ça c'est intéressant aussi, ça peut être demandé. Et un petit point important, les assurances. Donc, les assurances responsabilité civile professionnelle. Et Rachel, je te coupe juste pour te dire qu'il te reste à peu près 5 minutes. Oui, bah, j'arrive à la fin, donc c'est très bien. Donc, les assurances responsabilité civile professionnelle, je voulais juste faire un petit point là-dessus parce qu'il y a encore beaucoup trop d'artistes qui travaillent sans être assurés. Donc ça, c'est vraiment une problématique. C'est pas forcément demandé dans les appels à projets. Responsabilité civile privée, il ne couvre pas dans le cadre de votre activité. Alors Donc, Rachel, si on vous t'a pas causez entendu un du tout. dommage... Il y a eu un Ah, espèce de bug vous sonore. m'entendez là? Là, je t'entends, on t'entend. Oui. Ouais, ok. Non, je disais juste que l'importance d'avoir une responsabilité civile professionnelle pour les artistes, notamment quand on travaille dans l'espace public et quand on fait du travail en hauteur, c'est vraiment très très important. C'est pas tout le temps demandé, mais on peut que vous conseiller d'en souscrire une. Il faut être bien conscient que votre responsabilité civile privée ne vous couvre pas dans le cadre de votre activité et qu'un dommage matériel ou un dommage à un tiers, c'est quand même vite arrivé quand on travaille sur des nacelles ou dans l'espace public. Vous pouvez vraiment vous endetter, en fait, tout simplement, hein, si vous n'êtes pas couvert. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à avoir. Et pour conclure, tout simplement, comme disait Nicolas tout à l'heure, pensez à bien structurer votre dossier, à soigner vraiment l'aspect esthétique de votre dossier. C'est quelque chose qui est important. Il faut que ce soit attractif, il faut que ça donne envie. Vous êtes voilà, c'est des artistes en art visuel, donc c'est important déjà dès le départ, dès votre dossier, que ça donne envie, que ce soit joli, qu'on ait envie de faire appel à vous, tout simplement, que ça ne fasse pas brouillon.
Donc, on essaye de tout regrouper dans un seul document PDF, comme vous a montré Skio. Et puis, à part, vous pouvez mettre votre book, CV et documents administratifs. Au moins, ça vous permet que ce soit très propre et qu'il y ait un déroulé de présentation qui soit logique aussi par rapport au commanditaire. Et une fois que vous avez fait ce travail, écoutez, vous pouvez envoyer votre dossier et croiser les doigts pour que votre proposition plaise. Donc Ok. voilà, c'était un peu rapide, mais l'idée c'est de vous donner un petit peu des conseils sur ces appels à candidature. Donc voilà, on peut que vous conseiller de tenter parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes via les appels à projets. Il faut avoir confiance, il ne faut pas dire que c'est que pour les autres, ça peut aussi être pour vous et il y a plein de belles opportunités à décrocher via les appels à projets en ayant cette routine de travail et ces bons outils de travail, c'est vraiment quelque chose qui est faisable et qui est vraiment intéressant dans le parcours artistique d'un street artiste ou d'une association qui travaille dans le street art. Très bien, merci beaucoup Rachel. Et juste pour rassurer, parce que je vois certains qui sont un peu flippés de tout ça, au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes questions qu'on se pose. Et le meilleur des choses, c'est de se mettre à la place comme si on y était. Et du coup, on a toutes ces questions qui reviennent et du coup, les réponses aussi. Donc voilà. Et toutes les questions qui ont été posées dans le chat, je les ai relevés. On va y répondre après, mais d'abord, on va laisser aussi la parole à Dominique. Oui, Euh, tout à fait. et puis, Bien que vos présentations étaient absolument parfaites et très précises, il y a quelques points sur lesquels je souhaitais redire à peu près les mêmes choses, mais autrement. Notamment pour ce qui concerne la commande publique. La commande, c'est donc lorsque une institution, qu'elle soit privée ou publique, passe un appel d'offres à un public artistique. Donc, il existe deux commandes différentes. La commande publique, celle qui concerne les personnalités morales de statut public, c'est-à-dire l'État, les ministères, les collectivités territoriales, mais aussi tous les équipements culturels publics, c'est-à-dire les musées, les FRAC, les centres d'art, les artothèques, etc., etc. Donc, dans commande publique, on est avec un commanditaire qui est de droit public et donc qui est une institution culturelle d'État. Ça, c'est très important de différencier la commande publique de la commande privée, puisque la commande privée, donc, c'est des entreprises, des particuliers, des collectionneurs, et là, il n'y a aucune procédure particulière. Il se passe entre une commande privée et un artiste, en général, ce qu'on appelle un gré à gré, c'est-à-dire que moi, riche collectionneur, je peux demander à un artiste, quel qu'il soit, d'intervenir pour moi sans autre forme de procédure. On est dans le droit privé, on est dans la commande de gré à gré, d'un individu à un artiste. La commande publique, donc ce que Rachel a bien énoncé au début, la commande publique, vous savez que dans le public, on est soumis à des réglementations très, très sévères concernant l'utilisation des finances publiques. Il y a donc une obligation de publicité, quelle qu'elle soit. On doit faire savoir que nous avons l'intention sur ce mur, sur ce rond-point, dans ce musée, on a l'intention de commander une œuvre, une création singulière et originale à un artiste. Ça, c'est très important. Et en fonction du budget qu'on va allouer pour cette réalisation, Rachel l'a dit, si c'est en dessous de 40 000, la procédure est allégée. On fait la plupart du temps, on essaye d'être vertueux dans la fonction publique, dans l'institution publique, on essaye dans ces cas-là de faire un appel à projet public, de demander à 3 ou 4 artistes qu'on a retenus sur dossier de faire une maquette et le choix définitif se fera sur les 3 ou 4 maquettes qu'on aura choisies. C'était pour répondre aussi, j'ai vu dans une des questions à l'histoire de la maquette qui est rémunérée. En général, voilà, la commission réagit sur lit tous les dossiers. C'est bien pour ça qu'il faut, c'est ce que Skio disait, il ne faut pas en mettre non plus trop dans vos notes d'intention, parce que lire tous les dossiers,
Ça peut être aussi voir qu'il y a une quarantaine de pages à lire dans un dossier. Ça peut être un peu voilà, décourageant. Mais voilà, c'est en général cette obligation que nous avons de faire un appel, faire connaître l'appel, lire les dossiers, en sélectionner et enfin choisir l'heureux élu. L'heureux élu. Je te coupe juste, Dominique, quand tu dis qu'il faut juste vous sélectionner, enfin, la commande publique sélectionne juste 2 ou 3 artistes et leur demande de faire des maquettes. Dans la plupart des appels à projets qu'on a, ils demandent les maquettes d'ores et déjà. C'est pas, si tu veux, ça dépend du montant du budget. La maquette, en général, c'est une pré-maquette, celle qu'on vous demande sur l'appel à projet. C'est-à-dire, voilà, je vais faire un mur, machin, figuratif, ou une sculpture en marbre ou en bronze. Mais en général, on choisit quand même sur une maquette qui est un peu plus développée. Je voulais aussi revenir sur dans les collectivités territoriales, ils n'y connaissent pas grand-chose, disais-tu, Rachel. Là, pour le coup, je suis pas d'accord. D'abord, les collectivités territoriales, ça regroupe des entités très, très différentes. Mais en général, il y a une obligation là aussi. Bon, il y a déjà des services qui s'occupent de la culture, ou en tout cas des adjoints et des adjoints attachés à la culture, à l'éducation en général, mais qui sont quand même assez compétents sur le sujet. Et la plupart du temps, pour avoir participé vraiment à beaucoup de commissions, quelle que soit la hauteur du budget, il y a aussi des personnalités qualifiées auxquelles on fait appel pour nous aider à choisir le bon artiste qui répondra le mieux à l'appel d'offres. Je reviens aussi sur l'idée de l'appel d'offres et de la liberté de l'artiste. L'appel d'offres et le cahier des charges qui va être émis par le commanditaire, il doit bien préciser effectivement pourquoi on a l'intention de faire appel à un artiste. Pourquoi? Alors bon, ça peut être l'hommage à une personnalité célèbre, à besoin de, je sais pas, dans les collectivités locales, c'est souvent requalifier aussi un certain nombre de valeurs de la République, ou les grands hommes, ou les grandes femmes, ou les machins. Bon, on sait à peu près dans le cahier des charges qu'est-ce qu'on attend des artistes. Après, je ne suis pas d'accord là aussi quand tu dis qu'il faut essayer d'être séduisant. Non, non. Les artistes, c'est des artistes. On sait à qui on a affaire. On ne leur demande pas de faire de la décoration. On leur demande d'être des créateurs. Et tous les artistes que moi j'ai rencontrés dans le cadre de la commande publique, et ce n'était pas seulement des artistes du street art, vraiment, leur liberté et leur singularité, leur vocabulaire artistique, ils doivent surtout l'utiliser et le mettre en avant pour répondre à la commande qui est celle du commanditaire. C'est-à-dire, moi, je vais parler de cette célèbre femme qui est née dans cette ville, mais j'en parlerai avec ma singularité, avec moi comme artiste. Il ne faut surtout pas s'auto-censurer. On la sent, l'autocensure, dans les réponses des artistes. On la sent quand on veut être trop séduisant. En général, quand on fait appel à des artistes, on a envie de leur singularité artistique. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, je pense qu'il faut dire. Attends, je finis parce que je voulais justement parler de ton dossier. C'est exactement ce qu'il faut faire. On voit parfaitement dans ton dossier que tu as un vocabulaire, une écriture, une manière de répondre. Je ne sais pas quel était trop le projet, mais en tout cas, on sent que là, il y a une identité artistique. Alors, elle plaît ou elle plaît pas, c'est un autre sujet, mais c'est ton identité artistique. Et elle est pas, tu dis, bon, je pourrais changer de couleur, machin, mais on sent qu'il y a ton identité artistique, et ça, c'est important. Et tu as tout à fait raison. Je pense que quand on répond à des appels à projets, c'est le moment où on affirme aussi son style artistique. Et moi, ça m'a permis aussi d'affirmer le mien et de répondre plus rapidement qu'aux premiers appels à projets où je faisais un peu les styles en me disant, tiens, ce style-là va plaire ou un autre style va plaire, qui n'était pas vraiment le mien. Donc ça a facilité mes réponses aux appels à projets, du coup, qui étaient beaucoup plus personnelles. Maintenant,
sur le côté esthétique, ben, les collectivités après reviennent vers nous en nous disant, ben, moi, par exemple, mon style, c'est que je cache les yeux. Donc, en fait, il faut que je défende ça. Pourquoi je cache les yeux? Parce que certains vont me dire c'est trop anxiogène ou des choses comme ça. Et donc, certes, l'artiste doit faire son style, mais on va aussi lui demander certaines fois de faire des concessions sur son style. Et c'est là que du coup, on arrive sur une phase de négociation. Oui, Et c'est lorsque plus, Raphaël c'est parle de... plus de, oui, non, mais tu as raison. Mais dis pas que ce sont des concessions, ce sont des négociations. On est en partenariat. Il y a l'artiste et il y a le commanditaire. Oui, parce que toi, On tu es de va l'autre pas te, côté, mais on en va tant pas te qu'artiste, c'est de la demander, négociation. si tu es Daniel Buren ou Xio, on va pas te demander de faire des concessions sur ton vocabulaire artistique. On va te demander d'être toi-même et puis voilà, d'organiser. On est dans l'espace public, il y a un public captif, il y a des choses qu'on peut, que la loi, là, c'est pas toi, c'est la loi la loi, elle est sur l'expression artistique et sur la création artistique, elle est très, très claire. On peut pas tenir des propos antisémites, on peut pas, etc., etc. Voilà, des scènes de violence, l'appel ou je sais pas quoi. Donc, c'est un ensemble, une commande, c'est pas ta création tout seul dans ton atelier, tu fais une œuvre célibataire, et là, voilà, tu es dans l'espace public et tu dois respecter cette codification, le code urbain, le code, voilà, le respect du public, etc., etc. Ça, c'est important à dire. Ce qui est aussi important à dire, j'avais relevé un truc qui me paraissait aussi essentiel, qui était dans ce à quoi il faut bien veiller, ça c'était par rapport à Rachel, dans le dossier technique qu'on va remettre, c'est l'histoire de la pérennité. C'est l'histoire de la pérennité. Il faut bien que soit précisé par le commanditaire quelle est la durée qu'ils envisagent pour cette œuvre d'art. Vous savez que les œuvres d'art, elles sont là pour l'éternité. Hein, c'est une œuvre d'art, elle génère des droits patrimoniaux et des droits moraux, et c'est l'éternité. Alors, ce que dit Woody Allen, et que je répète tout le temps, c'est que l'éternité, c'est long, surtout pour les œuvres d'art dans l'espace public, parce que bon, dans les musées, ça va, mais dans l'espace public, c'est long, et il peut y avoir, vous en savez quelque chose, les graffeurs, il peut y avoir des tags sur les œuvres, etc. Elles peuvent être repeintes par la ville ou je sais pas quoi. Donc, il faut bien que vous fassiez préciser par le commanditaire, voilà, à quelle sauce va être mangé dans le temps et dans la durée votre travail. Ça, c'est important. C'est d'autant plus important que le budget de production, il va être aussi défini, en tout cas conditionné par cette durée. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est d'autant plus important qu'il faut absolument que vous contractiez avec la ville un contrat où sera bien précisé justement, maintenant on introduit dans les contrats avec les artistes des clauses de revoyure, hein, c'est pas du verlan, c'est le mot exact, clause de revoyure, la ville de Paris par exemple, ce qu'elle fait, au bout de 5 ans, on regarde si, voilà, ce qui va on dit que c'est pérenne, mais on dit que dans 5 ans, on va quand même regarder dans quel état elle est, s'il n'y a pas je sais pas, un tracé de métro qui va passer par là, etc., etc. Donc ça, c'est important. L'autre chose, puis après j'arrête, l'autre chose importante que je voudrais que je signale aussi régulièrement, c'est que tu as raison, c'est pas important de ne pas être retenu, de ne pas être retenu, de ne pas être retenu. Mais ça fait rien. Ça fait rien parce que même quand vous n'êtes pas retenu, il y a quelque chose que j'appelle la persistance rétinienne. C'est qu'à la fin, avoir vu toujours un dossier, toujours le même dossier, on a repéré un artiste, surtout s'il a une ligne graphique, surtout s'il a une écriture singulière, on a repéré un artiste et un jour, on s'en souvient et un jour on y pense. Et un jour on y pense parce que le commanditaire, il peut aussi avoir envie de certains artistes. Il peut aussi avoir envie de certains artistes. Et tout d'un coup, le fait d'avoir vu régulièrement un artiste avec des photos, par contre, les photos, n'hésitez pas à en mettre. Il faut y aller, il faut montrer votre travail. C'est là où on vous attend. Et donc, n'hésitez pas parce que ça finit par nous imprégner. Et parfois, on va chercher des artistes qui nous disent « Ah ouais, mais non, mais moi maintenant, ça y est, je fais plus. » Mais on les a tout d'un coup, on les a vus, on a retenu leur travail et on a compris qu'ils étaient exactement celui qui allait pouvoir répondre à notre ambition de commanditaire. Donc,
Surtout, n'hésitez pas. C'est sûr, c'est des métiers difficiles, artistes, architectes, machin. C'est des métiers difficiles, mais on peut y arriver. Et ce qui est très important dans ce que vous disiez, Rachel et toi, c'est l'importance du nombre d'appels d'offres. C'est l'importance, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup puisqu'il y a une obligation à le faire. Donc, n'hésitez pas à candidater. Moi, vraiment candidater, et c'est un geste écologique. Recyclez vos dossiers. Oui. Ayez un dossier de base et recyclez-le pour les autres, pour les candidatures multiples. Voilà. Très bien, merci beaucoup Dominique. Et tu as raison sur la persistance. Alors, ça fonctionne beaucoup sur les festivals qui sont rémunérés, où le festival dit oh, on n'a pas pu te prendre cette année, on essaiera l'année prochaine, etc. Ou des villes qui proposent beaucoup d'appels à projets, comme Rennes d'ailleurs aussi, où j'avais gagné un appel à projet au bout de quelques fois, ou Paris, les grandes villes. Les plus petites villes en font un petit peu moins, mais c'est vrai qu'il faut répondre à plus d'appels à projets pour se faire voir, comme tu dis, et aussi pour avoir l'habitude d'y répondre et se confronter à la défaite aussi pour pouvoir mieux gagner. Très bien. Et attention, j'ai oublié un petit truc parce que je vois une question. J'ai oublié un petit truc à dire par rapport à ce que tu disais sur l'élaboration du budget, Rachel. Nous, ministère de la Culture, au ministère de la Culture et avec les directions régionales et tous les équipements culturels, on avait un étiage pour ce qu'on considérait comme la rémunération. Surtout, ne travaillez jamais gratuitement. Refusez les commandes où vous n'aurez pas du budget sorti 25%, plus ou moins, mais au moins 25% d'honoraires. Ça, c'est quelque chose qui est important dans la professionnalisation, dans la reconnaissance de votre statut d'artiste, de la qualité de votre travail. Vous devez absolument faire en sorte que le commanditaire, ne rémunère pas seulement la production, mais rémunère bien évidemment votre travail d'artiste et la création. Donc, on le mettait en fonction. Alors après, ça dépend de la complication, machin, mais on le mettait à un étiage de 25%. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était notre pas religion, mais voilà, c'était ce qu'on précisait aux collectivités territoriales quand elles nous posaient la question. Alors, ça peut être une base, 25%. Alors, c'est toujours mieux d'avoir le plus de rémunération possible sur les projets. Maintenant, il y a un pourcentage et des facteurs quand on nous propose des appels à projets qui nous disent, voilà, votre budget comptera pour 5% de la décision, ou 10%, ou 20%. C'est-à-dire qu'il faut être quand même compétitif par rapport aux autres artistes. Et c'est là que, du coup, nous, on aime bien faire de la médiation pour les artistes en disant ne vous sous-vendez pas. Oui. Il faut que du coup vous soyez sûr de vous, que plus votre portfolio sera clean aussi, plus vous verrez que vous avez un prix. C'est toujours un problème pour un artiste de se vendre parce qu'on ne connaît pas sa valeur. Mais maintenant, il faut être sûr. C'est pour ça que quand Rachel parle d'un devis qui soit détaillé, c'est aussi parce que les mairies vont jouer le jeu, dire pourquoi vous avez acheté ça, pourquoi vous avez mis ce tarif-là, etc. Et donc, voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des mairies qui négocient avec moi sur le tarif une fois que j'avais gagné par rapport à un budget. Normalement. Mais on a droit à tout. J'ai répondu à plus d'une 50aine d'appels à projets maintenant, je pense. Et du coup, il faut être paré à toute éventualité, mais ne pas se sous-vendre parce qu'en fait, moins on est sûr de soi, plus on va accepter des choses. Et comme tu dis, il faut travailler avec rémunération, même si on est un artiste, même si on a envie de se faire connaître. Oui. Voilà. Du coup, c'est important de ne pas casser les prix du marché aussi, c'est-à-dire de faire en sorte de proposer des projets vraiment pas chers alors que ça coûte un certain prix, parce que sinon vous causez du tort à toute la communauté artistique. En fait. Exactement. Vraiment faire attention à ça aussi. Et c'est pour ça qu'on a fait ce service. Ça coûte et ça vaut un certain prix. Enfin, c'est de la valeur artistique. On n'est pas on n'est pas des peintres en bâtiment. Enfin, c'est de la valeur artistique. Et ça, elle doit être mentionnée et elle doit être revendiquée. J'arrête après, je te jure, Cécile. Ce que tu dis, ce qu'il y a sur la ville qui, nanana, faites remonter ce genre de choses à la fédération. Faites-les remonter.
je dis pas qu'on va s'en emparer, mais quand même qu'on sache les difficultés que parfois les commanditaires peuvent être, voilà. On peut leur remonter les bretelles aussi. Ah ouais, bah, oui, oui, c'est une forme de chantage. Il y a Vous beaucoup de négociez, choses à dire, oui, oui. Alors, vous baissez le prix ou on annule l'appel à projet. Voilà. par Quand on exemple. est têtu comme Inadmissible. moi, bah, du coup, ils ont annulé l'appel à projet parce que j'ai pas voulu rentrer dans ces démarches de négociation. Mais ça fait remonter qu'on sache quand même, parce que bon, c'est sûr, moi je milite pour la vertu. Enfin, je pense, je milite Bah, pas, je bien pense que sûr. toutes les collectivités sont vertueuses, mais c'est pas vrai. Donc quand elles ne le sont pas, faut le dire. Et puis bon, on n'est pas procédurier, mais quand même, c'est la fédération. Cécile, merci Dominique. Cécile voulait qu'on reprenne les questions qui avaient été posées dans le chat. C'est ça, Cécile? Oui, 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 tout à fait. Juste pour compléter ce que vient de dire Dominique, on a déjà eu quelques retours sur des appels à projets problématiques. Et c'est vrai que systématiquement, quand on a des retours, on fait une demande de rendez-vous avec la personne, enfin la collectivité territoriale ou la personne ayant proposé l'appel à projet. Pour l'instant, on n'a jamais eu de retour, mais on le fait quand même systématiquement Bien. en étant en point de vigilance, en disant, bah, nous, fédération, nous nous interrogeons sur les procédures. Voilà ce que nous revendiquons et ce que nous pouvons en discuter, non pas pour leur dire ne faites pas cet appel à projet, mais juste pour qu'ils aient une prise de conscience parfois dans les petites collectivités territoriales des enjeux, des bonnes pratiques pour travailler avec les artistes. Donc là, il est 18h20, il faut qu'on laisse un petit peu de temps pour les questions. Donc, Skio, si tu veux, je te laisse la main sur les relectures des questions et s'il y en a d'autres, eh ben, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Alors, Rachel, une petite question. En tant que Belge, peut-on participer aux appels à projets français? Oui, bah justement, j'ai eu un Belge encore hier au téléphone, donc ça, a priori, ça ne pose pas de souci, et y compris les artistes français, vous pouvez aller faire des projets en Belgique, comme Nicolas a fait à Bruxelles d'ailleurs, où il a remporté un appel à projet. Donc ça ne pose pas de souci, on est dans le périmètre européen, a priori, il n'y a vraiment pas de problème, il faut juste vérifier dans les appels à projets que c'est pas réservé aux nationaux, mais bon, c'est très rare, donc a Alors, priori, ça ne pose aucun souci. là aussi, sur les appels à projets, bien vérifier que l'appel à projet, il ne doit provoquer aucune rupture d'égalité pour les candidats. Hein. Donc, c'est hommes et femmes, c'est vieux et jeunes, c'est noir ou blanc, c'est voilà, il n'y a pas, c'est extraterritoriaux ou local. Après, à charge pour la collectivité de choisir un local. Mais dans l'appel à projet, il ne peut pas y avoir de rupture d'égalité. Donc, tout le monde, surtout les histoires vieux-jeunes, ça n'existe pas normalement. Ça Alors, existe dans pas. ce qui est régi par la loi, je mets encore une fois un petit Oui, non, bémol. mais Donc, dans la bon. commande publique et les marchés publics, pas dans les appels à projets en général, dont on parlait là tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure. Normalement, Parce que, par exemple, il y a plein d'appels à projets qui sont destinés aux jeunes artistes. Encore maintenant, il y a le prix PBO d'art urbain, par exemple, qui est en train d'être fait en ce moment avec Fluctuart. C'est réservé aux artistes de moins de 35 ans. C'est comme ça, c'est un critère d'éligibilité. non, mais tu as raison, parce que là, moi, j'étais sur effectivement toujours la commande Donc, il y a toujours publique. cette distinction à faire. Pour C'est comme les ce que je commandes disais privées, tout à tu peux l'heure faire ce sur que les tu veux. jurys. Tu peux Il y a prendre vraiment une deux femme choses. jeune, oui, tu as raison, pour la commande privée. Alors, j'ai une question de Camille, du coup, mais ça, c'est plus pour Cécile. Est-ce que c'est possible d'organiser un visio concernant uniquement les appels à projets des marchés publics avec possiblement quelqu'un du ministère de la Culture? Donc, alors là, cette visio, en effet, ça c'est une initiative commune, donc on sera amené à en organiser d'autres. Donc, il faut savoir quand même que Dominique Harris, qui intervient ici, était au ministère de la Culture pendant des années, donc elle peut aussi répondre à certaines questions. Et on avait aussi la volonté, après cette session d'info, qui est vraiment plutôt dédiée aux artistes et aux associations ou aux porteurs de projets qui accompagnent les artistes, d'en faire une seconde sur l'écriture des appels à projets, sur la commande publique. Donc, on peut prendre en compte cette demande et on sera à même de pouvoir en organiser une par la suite. Donc, voilà, suivez nos actualités et on vous tiendra au courant. Une autre question. Avez-vous des conseils par rapport à la pérennité des collages?
Alors, moi, je vais m'y coller, du coup. Ah, Sur les collages, tout à l'heure, on parlait de la pérennité et aussi des contrats qu'on peut passer avec certaines villes. Mon ami Joachim Roma, par exemple, qui fait beaucoup de mix médias et de collages, a dû retaper un de ses collages parce qu'il avait été brûlé, je crois, ou détérioré. Donc, en fait, le collage, après, c'est niveau technique, c'est pas vraiment ma technique à moi, mais on utilise de la colle qu'on peut mélanger avec d'autres types de produits, du caparol, etc., pour que ça tienne mieux en mettant beaucoup en dessous, beaucoup au-dessus. Mais c'est surtout sur la pérennité, je pense qu'il faut prévoir et le dire à l'avance qu'il risque d'y avoir aussi un espèce de service après-vente à assurer et à assumer. Si la mairie et la collectivité est d'accord avec ça, on y va. Sinon, on y réfléchit à deux fois et c'est à eux de prendre la décision, mais il faut vraiment les prévenir. Parce que la pérennité des collages, c'est très compliqué sur les murs. Ça dépend du mur, ça dépend de l'humidité, ça dépend de la porosité. Il y a beaucoup d'éléments qui changent par rapport à de l'acrylique ou de la spray sur mur. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez quelque chose à redire à ça? Ça me paraît complet. Comme réponse. Alors, j'ai une autre question. EasyApp s'adresse également aux associations. Est-ce que ce sont généralement des appels à projets différents que ceux pour les artistes? Sauriez-vous nous indiquer grosso modo combien d'appels à projets est-ce que vous relayez par an ou par mois pour les artistes slash pour les assos? Rachel, je te laisse la main. Alors, ISIAP s'adresse également aux associations. Donc, dans l'offre qu'on propose pour les associations, on relaie à la fois les appels à projets. Le micro, Rachel. On relaie, donc dans l'offre association, on relaie à la fois les appels à projets qui sont adressés aux artistes, tout simplement parce que les associations travaillent souvent avec des réseaux d'artistes, donc ça leur permet de se positionner sur ces appels à projets avec les artistes de leur choix. Il faut savoir que la plupart des appels à projets ouverts aux artistes, vous pouvez candidater en tant qu'association. En général, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Et on ajoute également des appels à projets plus conséquents, c'est-à-dire des appels à projets qui vont nécessiter, par exemple, plus de compétences logistiques ou d'avoir plusieurs artistes ou des budgets plus gros, ce genre de choses qui vont être beaucoup plus évidents pour les associations de se positionner dessus plutôt que pour les artistes. Également des appels à projets qui s'adressent spécifiquement aux associations, je pense notamment aux résidences de territoire, par exemple, qui s'inscrivent dans une durée assez longue sur plusieurs mois, qui sont beaucoup plus adaptées aux associations qu'aux artistes seuls. Donc voilà, c'est l'offre association. J'espère que j'ai été claire. Voilà, c'est un panel artiste et à la fois spécifique pour les associations. Je reviens juste sur le nombre. Le nombre, combien d'appels à projets est-ce que vous relayez par an ou par mois? Donc ça, moi, ce que je disais au début, depuis 2018 qu'on a fondé EasyApp, on a diffusé entre 60 et 80 appels à projets à l'année. Vous donner des chiffres par mois, c'est compliqué parce que c'est très aléatoire. En fait, il y a des mois, il peut y en avoir 10 et il y a un mois, il peut y en avoir 2. Si on a une tendance générale qui se dégage, c'est le mois d'août où il ne se passe pas grand-chose parce que les collectivités sont en vacances. Donc, c'est toujours un mois qui est très pauvre en appel à projets. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y en a toute l'année, y compris l'hiver, parce que les appels à projets sont souvent lancés vraiment en amont des réalisations. Il va sortir en janvier pour une réalisation en avril, en mai, voire même en juin ou en juillet. Donc en fait, des appels à projets, vous en avez toute l'année, sauf ce mois d'août qui est quand même un peu plus calme du fait que les collectivités ne travaillent pas. Donc, une moyenne de environ 5 à 8 par mois, mais c'est compliqué selon les mois. Donc, 60 à 80 par an. Voilà. OK. Une autre question. Le travail de maquette n'est toujours pas rémunéré sur les appels à projets. Quelle est votre position sur cette question? Alors, je vais répondre moi en tant qu'artiste. Bien sûr que ça nous embête énormément de travailler sur des maquettes non rémunérées. Ça fait partie du game, j'ai envie de dire, depuis le début, mais certaines collectivités maintenant commencent à comprendre que le travail fait en amont est un travail qui prend du temps aux artistes. Donc, bien sûr qu'on fait de la médiation pour les collectivités, pour qu'ils comprennent que c'est du travail de faire des dossiers. Et donc, par rapport à ISIAP, on lutte un peu contre ça, mais on est soumis quand même à ça. Voilà, ça c'est ma position, c'est que on est obligé, on le fait en tant qu'artiste. Bien sûr qu'on aimerait être shortlisté pour nous demander des maquettes avant qu'on nous demande des maquettes au plus grand nombre. À vous les studios.
Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux juste rajouter un petit bémol à ça. Donc, parce qu'il existe des appels à projets en 2 tours. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va vous demander, on va faire une présélection de 3-4 artistes sur référence. Donc, essentiellement, votre book et une note d'intention. Sur ça, on va sélectionner 3-4 artistes et ensuite, on va demander à faire des maquettes et les maquettes vont être rémunérées. Donc, effectivement, sur le travail artistique, c'est très bien. Par contre, le seul bémol que j'amène à ce niveau-là, c'est que ça dessert les jeunes artistes, en fait, qui n'ont pas énormément de références. Et le fait de proposer une maquette directement, vous pouvez avoir vraiment un coup de cœur qui est créé sur la maquette que vous proposez. Je pense beaucoup aux jeunes artistes qui ont, voilà, qui ont pas beaucoup d'expérience, qui n'ont pas des books qui sont fournis, qui n'ont peut-être pas une identité visuelle qui est très, très présente, qu'on peut mettre en avant directement sur des références. Et malheureusement, le fait aussi de proposer une maquette directement, donc le biais, c'est que c'est pas rémunéré, mais ça ouvre aussi la porte à des artistes qui ont beaucoup moins d'expérience et de bagages que d'autres artistes qui vont pouvoir mettre en avant leur expérience, leurs références pour pouvoir passer au second tour, parce que sinon, il y a vraiment un effet plafond de verre, en fait, pour passer ce second tour. Donc, il n'y a pas de choses parfaites. Je suis assez mitigée sur cette question. Pour le coup, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi, Rachel, et je pense qu'en plus, préparer une maquette, c'est très professionnalisant. Ça permet, s'agissant effectivement, comme tu viens de le dire, de jeunes artistes ou voilà, ou d'artistes qui n'ont pas encore, qui sont pas encore partis à la conquête de la volumétrie, de l'espace, c'est de la monumentalité de certaines réponses qu'il faut apporter. C'est aussi une manière de se construire de s'adapter à un appel d'offres ou dans la volumétrie et l'espace dans lequel on n'a pas l'habitude de travailler. Donc vraiment, moi, je pense que c'est du travail, mais c'est du travail qui se recycle après, c'est du travail qui se recycle et ça permet d'appréhender un volume et une monumentalité. Très bien. Lorsque Rachel, tu faisais l'énumération de tout ce à quoi il faut penser au niveau de la création des dossiers, du coup, on a eu des questions sur est-ce qu'on aura un résumé de tout ça. Alors, il faut savoir que EasyApp, lorsqu'on s'inscrit à EasyApp, on a un dossier, enfin les inscrits, du coup, ont droit à une assistance sur un dossier où du coup on reprend toutes ces questions une fois avec l'artiste et du coup libre à l'artiste de retenir ces questions et de s'en resservir après. Donc voilà, est-ce qu'on a un résumé de tout ça? Là tout de suite on n'a pas de résumé, hein, mais du coup on a la vidéo aussi qui est enregistrée, hein, du coup on peut se la relire. Et nous-mêmes, on fait office de outline pour les artistes, donc on y répond. Même si un artiste est en galère, EasyApp, c'est un organisme fait de passionnés. Donc s'il y a une galère quelque part, on va pas vous laisser en plan, on va vous aider quand même. Voilà. Ensuite, le résumé, on espère que vous le faites vous-même. Et peut-être dans le futur, on en fera un espèce de laïus de résumé. Mais pour l'instant, cette vidéo-là sert de résumé et on sera là pour vous aider aussi. Je sais pas si quelqu'un veut répondre. Non, c'est très clair. J'aurais pas mieux dit. Est-ce qu'il faut donner tous ces éléments, même s'ils ne sont pas demandés dans les docs à fournir? Alors, en principe, vous avez une liste des documents à fournir, donc vous fournissez les documents qu'on vous demande, hein, n'allez pas en faire plus que ce qu'on vous demande. Moi, je reste assez scolaire sur les appels à projets. Hein. On vous demande tel document, vous mettez tel document, vous n'allez pas forcément chercher plus loin. Moi, je rajoute juste le nombre de jours que je pense être sur place, parce que certaines collectivités ou certaines personnes pensent que ça va ultra vite. Et moi, ça me sert aussi pour demander s'ils ont des appartements de fonction pour pouvoir un petit peu rabaisser mon tarif, ou alors me faire plus de marge. Donc voilà, je rajoute ça. Je rajoute aussi certains matériels que je vais utiliser. Par exemple, moi, j'utilise les Airless, c'est des pulvérisateurs de peinture acrylique, certaines fois. Et je le mets au cas où ça peut gêner, en disant, voilà, au moins quand on reprend le dossier, du coup, c'était dit auparavant, parce que ça projette de la peinture et parce que peut-être on s'attend pas que la pulvérisation de peinture, lorsqu'il y a du vent ou lorsqu'il y a des habitations ou des voitures à côté, ça peut gêner. Donc, c'est des questions en fait naturelles d'expérience qui fait que, tiens, on me l'a pas demandé, mais je vais quand même le dire, comme ça au moins, si on me tire les oreilles sur ce projet-là, je dis, non, je l'avais déjà dit dans le dossier.
Voilà. Moi, Oui, je dois confesser quelque chose que j'ignorais et qui m'intéresserait beaucoup, sur lequel je voudrais avoir plus d'informations, c'est l'assurance civile professionnelle. Je n'en ai jamais entendu parler et je trouve que c'est formidable. Je me suis toujours posé la question justement de l'assurance des artistes dans l'espace public. Enfin, voilà. Et ça serait bien qu'à la fédération, on ait une petite fiche sur cette histoire. Les artistes, les artistes vous avez tous des assurances civiles professionnelles. tout à fait. Ouais, c'est bien. Non, Vraiment, c'est un je vrai reviens pas problème. de ne pas le Ah savoir. non, j'ai juré, c'est pas possible. Non, je retiens. Alors, Elles sont meilleures. beaucoup d'artistes ne le savent pas. Et c'est vrai qu'il y a un côté de médiation à Ouais. faire, et de pédagogie. Ouais. Voilà. Là, la fédération a un rôle à jouer sur Oui, 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 oui. sensibiliser à ce niveau-là les artistes, parce qu'en plus, c'est pas demandé, ou très rarement demandé par les collectivités. Bah ouais. Il ne faut pas que les artistes pensent que s'ils travaillent pour la collectivité, en gagnant un appel à projet, ils sont couverts par la collectivité. C'est faux. Ils sont comme des prestataires, en fait. Donc, ils sont responsables. Mmh. Donc, s'il y a le moins de problèmes, ça peut aller très vite, hein. Sur une nacelle, on fait tomber un pot de Mais peinture, on est à oui, 20 mètres de hauteur. Ça peut être dramatique. mais ça Donc, c'est vraiment, hyper important. c'est Moi, quelque j'étais chose. persuadée que c'était le commanditaire. Non, 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 non. Vous êtes Ah ouais. autonome en tant que prestataire. Vous êtes une entreprise individuelle, en fait, en tant qu'artiste. C'est du statut juridique. Donc, vous devez avoir votre propre assurance. Mmh. Et beaucoup pensent que leur assurance responsabilité civile privée, en Oui, disant, ah, moi, j'ai un contrat habitation, j'ai mon assurance responsabilité civile privée. C'est pas vrai. Ça ne vous couvre pas dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, ça, c'est ça vraiment quelque c'est chose qui est hyper important. important. Ah ouais. Surtout quand on travaille dans l'espace public avec des nacelles, Mmh. avec ce genre de choses, c'est vraiment très très important. Vous prenez vraiment de gros risques si vous êtes pas assuré. Ça peut vraiment très mal finir financièrement, vraiment, hein, si vous créez des dommages matériels ou humains, encore pire, Ouais, quoi. ouais, 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 ouais. Donc Non, c'est- je pense qu'il y a des choses à faire au niveau de la fédération pour ouais. sensibiliser les street artistes à Mmh. cette question. Ouais. Et Ouais. tu parles des nacelles. Alors, en tant qu'artiste, et lorsqu'on loue une nacelle, ils ne demandent jamais le CACES. Ça C'est-à-dire que aussi. n'importe qui, de plus de 18 ans, peut louer une nacelle et se la faire livrer sur un bâtiment, devant une façade ou autre. C'est-à-dire qu'ensuite, alors pour être franc, sur plusieurs projets, j'avais pas le CACES et j'ai utilisé une nacelle parce que je savais les utiliser. S'il y a un problème, là, c'est double peine aussi parce Ah qu'on ouais. l'a utilisé, on n'a pas l'assurance, on n'a même pas le CACES, etc. Donc, en fait, c'est pas le commanditaire. Le commanditaire, il va se retourner contre nous, en fait. Mm. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Il est obligé normalement d'avoir un assistant aussi au niveau de la nacelle, mais un seul des deux peut avoir le CACES. Mais ça, tout ça, c'est des informations qu'on a lorsqu'on passe le CACES et lorsqu'on va là-dessus. Mais oui, il faut avoir une assurance, il faut avoir le Mm. CACES lorsqu'on utilise tout Bien. ça. Il faut que les artistes soient autonomes et au niveau aussi de la protection d'eux-mêmes. Il faut vraiment qu'ils gèrent ça parce que plus il va y avoir des fresques, ou d'autres projets, et plus il va y avoir des risques d'accidents et Mm. plus les assurances vont essayer de retomber sur quelqu'un. Exactement. Et au niveau du CACES aussi, juste je précise, c'est que les artistes, comme tout le monde, vous avez des fonds de formation, vous cotisez pour ça. Et les permis CACES peuvent rentrer dans les fonds de Ouais. formation. Vous pouvez avoir des aides de financement pour les permis CACES. Ah ouais, c'est bien. Les aides à la formation, j'ai eu droit et du coup, je m'en suis servi pour passer le CACES. Ah, Donc, Je crois qu'il reste qu'une seule question, Skio. Enfin, moi, j'en avais retenu une sur un appel à projet public proposé par une municipalité. Peut-il légitimement exclure des artistes non inscrits à la maison des artistes? Donc, je vais répondre. Légitimement, je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est vrai que, en général, on privilégie les artistes qui sont inscrits à la Maison des artistes, à l'URSSAF. Effectivement, on demande ça. Il n'y a pas de statut d'artiste, mais il y a quand même ces inscriptions qui donnent des garanties, justement, hein, de légalité. Autre chose, moi, que je voulais ajouter par rapport à cela, c'est que moi, j'ai toujours pensé que les artistes de l'art urbain étaient des artistes comme les autres.
et que comme tous les autres artistes, ils peuvent regarder et candidater sur d'autres appels à candidature que celles qui concernent l'art urbain. Et d'ailleurs, on voit dans le sillage d'un certain nombre d'artistes qui commencent à avoir travaillé pendant quelque temps, qu'ils ont investi aussi d'autres appels d'offres, ils ont répondu aussi à d'autres appels d'offres. C'était toi, Skio, qui disait tout à l'heure de l'art contemporain, où il n'y a pas d'art, l'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui. Donc, tous les appels d'offres qui émanent du CNAP, du ministère et de partout sont accessibles à tout le monde. Après, il y a la sélection, mais en tout cas, vous pouvez aussi candidater à tous les autres appels à projets. Il n'y a pas de, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'exclusion. J'avais une autre question encore. Dans des appels à projets, dans des appels ouverts à des artistes internationaux, parfois il existe une inclinaison alors ça doit être pour des artistes locaux, et qui n'est pas dit clairement dans l'appel à projet. Et c'est une grosse perte de temps pour les artistes nomades. Alors, c'est vrai que du coup, certaines fois, les artistes locaux sont… Mais en général, les appels à projets le disent aussi, de plus en plus, que c'est vraiment pour des artistes de la région ou des choses comme ça. Moi, en général, je ne candidate pas. Certains, du coup, préfèrent aussi les artistes locaux et le disent pas. Et nous, justement, avec ISIAP, on essaie de casser ce truc-là, de faire toujours dans la localité et que les artistes d'une région restent dans cette région-là et ne candidatent pas pour d'autres régions, d'autres localités. Voilà. Oui, c'est effectivement un biais qui peut arriver, mais honnêtement, par expérience, nous, ce qu'on voit sur les artistes, c'est qu'ils arrivent quand même clairement à se déplacer avec les appels à projets et qu'on a toutes ces chances, y compris si on n'est pas dans la région. Enfin, Skio, par exemple, est un exemple parmi d'autres, mais comme on vous disait au début, il a fait vraiment un tour de France grâce aux appels à projets. Et voilà, en principe, c'est quand même spécifié si c'est vraiment pour les artistes locaux. Mais effectivement, il peut y avoir un biais à ce niveau-là où on va privilégier un artiste local plutôt qu'un artiste d'une autre région. Et en même temps, quand les collectivités ne le font pas, elles sont aussi tapées sur les doigts. Parce qu'on leur dit oui, mais on a des artistes locaux, mais vous ne les prenez pas. Donc, voilà. Mais par ailleurs, sachez quand même que, enfin, vous savez, on sait que la notoriété, elle se construit aussi sur un territoire plus large que son territoire d'origine. Il n'y a rien, y a rien de pire, je pense, pour un artiste qu'on dise ah oui, c'est l'artiste de Charleville-Mézières, puisque je suis de Charleville-Mézières, ou c'est l'artiste des Ardennes. Ça, c'est pas terrible pour la notoriété d'un artiste. Donc, nous, on privilégiait plutôt des appels à projets, voilà, qui pouvaient avoir un retentissement national ou international, parce que si on l'emporte, même si voilà, c'est dans sa ville, au moins dans son CV, on a répondu, on a été sélectionné dans un appel à projet qui était international. Ça, je sais pas, je suis confuse, mais c'est important aussi de ce que tu disais, ce qui au début, de pouvoir voyager, voilà. Ce travail, il ne doit pas rester dans des frontières géographiques ou sociales ou dans les interstices du territoire. Il doit essayer d'impérialiser un peu partout. Notre art, il a ça aussi comme fonction, c'est-à-dire qu'on fait de l'art public. Et l'art public, c'est pas dans une région, l'art public, ça doit se montrer de partout. Et le graffiti, vraiment à la base, c'est aussi ça, c'est de pouvoir le montrer, le voyager, etc. Donc en fait, je pense que c'est important pour les artistes et aussi pour rencontrer des gens qui ont une autre culture et qui ont une autre version aussi de l'art urbain. Moi, j'ai beaucoup appris sur l'art urbain en bougeant de pays ou de régions même, parce qu'en fait, chaque région a son histoire au niveau de l'art urbain. Et c'est très intéressant de ne pas rester avec ces a priori de la région sur l'histoire du graffiti ou de l'art urbain ou du street art et ce genre de choses. Et ça nourrit beaucoup. Donc voilà, mentalement, et puis c'est toujours bien de se faire voir ailleurs. Et c'est la belle histoire, je ne sais pas si c'est une belle histoire, mais pour moi, c'est une belle histoire. C'est la belle histoire de faire des trains, faire des métros. C'est pour que les œuvres circulent.
C'était, voilà, les musées sont statiques. Là, il y avait traverser New York, sortir de la banlieue et traverser New York pour montrer notre travail, puisqu'on ne pouvait pas le. Voilà, c'était sortir du ghetto. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est sûrement l'écueil aussi de ne pas se laisser. C'est toute la difficulté qu'il y a, hein, ça on le sait. Toute la difficulté qu'il y a avec les artistes de l'art urbain, c'est essayer qu'ils soient comme les autres, mais qu'ils ne perdent pas leur identité. Donc il y a toute cette histoire qui est une belle histoire, celle de l'art urbain, mais qui doit voyager. C'est un milieu qui s'est développé, qui a changé, qui s'est transformé, où plein de gens sont arrivés, où l'argent est arrivé, les galeries sont arrivées, etc. Mais il faut quand même aussi garder cette notion de passion, que ce soit en format, comme tu dis, sur les trains, etc., que ce soit en format autre, plus légal. En tout cas, le partage de ça et de le montrer au plus grand nombre, c'est ce qui nous anime, je pense, en tant qu'artiste. Il est 18h45 presque. Je ne sais pas s'il y avait encore une dernière question. Je vois qu'il y a des remarques, il y a des échanges. Moi aussi, j'ai mis quelques liens sur la question du voyage. Notamment, il y avait une super expo qui avait été organisée au FRAC Bretagne avec Teenage Kicks sur l'itinérance. Il y avait eu des tables rondes qui avaient été faites sur les hobos, sur les artistes urbains qui vont à l'autre bout de la Terre. Et vous avez tout ça en ligne. Donc, si ça peut vous inspirer, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres question, et Moi, j'ai encore un petit truc à dire. Et puis après, encore un petit truc à dire, une question d'Olivier, et oui. puis après, on ira se reposer après cette session. Oui, j'en ai pas pour longtemps. Vas-y. Quand j'étais au ministère de la Culture, on n'arrêtait pas de penser à comment faire pour faire connaître les artistes français à l'étranger, à l'international. C'est une question qu'on s'est posée pendant des décennies. Mais pourquoi ils sont pas sur les CIMED? Et puis un jour, tardivement, j'ai rencontré les artistes de l'art urbain. Et je disais régulièrement à chaque réunion, mais il faut interroger les artistes de l'art urbain. Eux, ils ont su exporter, voyager, aller conquérir les murs un peu partout. Et vraiment, je trouve que là, il y aurait aussi des réflexions à faire avec vous sur ce voyage des œuvres, donner des leçons aux institutions qui sont un peu comme des poissons devant une bicyclette devant ce problème de l'international, de la création française. Nous, on a des communautés aussi. On a une communauté, du coup, on aime rencontrer les artistes urbains d'autres villes et d'autres pays, justement parce qu'ils ont leur histoire et qu'ils veulent la partager avec des artistes qui viennent chez eux. Et chaque fois que j'ai voyagé, du coup, le gros kiff, c'était de travailler, de peindre avec des artistes de la ville qui nous accueillaient parce qu'ils vont nous raconter un morceau de leur vie et de la vie du pays au niveau de cet art-là. Donc, vu que c'est un art qui est assez jeune, on a une communauté qui est assez ouverte à ce qu'on nous accueille, qu'on nous dise viens faire un mur avec nous dès qu'on est quelque part, etc. Donc c'est ça aussi, c'est une espèce de passion qu'il faut rester laisser jeune et dynamique. Quoi. Et collectif, c'est la religion du groupe. Vous êtes pas des replis. C'est le problème en ce moment depuis que le graffiti et le street art devient de plus en plus dans les galeries. On a le côté où, du coup, tout le monde essaie de se mettre en avant soi-même. Le crew est mis à côté parce qu'il est moins bankable que l'artiste en lui-même. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Et il y avait une question d'un Olivier qui disait si on n'a pas fait d'école artistique, que peut-on mettre sur notre CV? Eh bien, les expériences professionnelles. Si on n'a pas d'expérience de formation artistique, à ce moment-là, on passe directement à ces expériences professionnelles. Donc, les fresques qu'on a réalisées, les expositions qu'on a fait, les ateliers qu'on a menés, les toiles qu'on a vendues, les prix qu'on a remportés éventuellement. À ce moment-là, on se base vraiment sur l'expérience plus que sur la formation. C'est pas un problème. Il y a plein d'artistes qui sont autodidactes et qui sortent pas des écoles d'art, notamment principalement dans l'art urbain. Donc, faut pas que ce soit un frein pour constituer un dossier, bien au contraire. Très bien. Bon, merci beaucoup, Dominique, Rachel, Skio, c'était vraiment passionnant, c'était très clair, c'était très complet.
Donc, je pense que ça a beaucoup inspiré les intervenantes et intervenants. Donc, en effet, cette vidéo, elle sera en replay. Donc, s'il y a besoin de la réécouter ou de la diffuser, bah, il ne faut pas hésiter. Elle sera sur la chaîne YouTube de la Fédération. Nous, on relaie quelques appels à projets très, très ponctuellement, beaucoup moins que le fait évidemment EasyApp, mais on est aussi en soutien sur cette diffusion-là. Donc, voilà, merci à toutes et à tous. Et puis, eh bien, on vous tient au courant pour une autre session sur des sujets complémentaires et aussi sur la question du travail en hauteur et de la sécurité des projets. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment explorer. Donc, voilà, ce sera aussi un sujet à aborder par la suite. Merci beaucoup. Merci à Merci à vous. tous. Au Bonne revoir. fin de journée. Au revoir.